a été une visite des archives départementales des Côtes-d'Armor à Saint-Brieuc, un lieu fascinant où sont conservés des documents historiques de toutes sortes. Nous y avons appris les différentes méthodes de conservation et de stockage et découvert la richesse des fonds de manuscrits précieux aux documents plus anodins comme des simples tickets d'achat datant du Moyen-Âge. Ce lieu impressionnant abrite environ 32 km de rayonnage. L'après-midi, nous avons eu la chance de manipuler de véritables documents médiévaux. Certains portaient des sceaux officiels, preuve de leur authenticité et de leur valeur historique. Nous avons ensuite étudié d'anciens plans cadastraux de Plumogat à la recherche de zones propices à de fouilles archéologiques. Notre travail a fait écho de celui de l'archéologue Catherine Bizin-Jaglin qui nous accompagne depuis le début de l'année. Elle aussi s'est appuyée sur des vieux plans pour récupérer des zones d'intérêt. Elle les a ensuite survolés en avion afin de détecter depuis le ciel des traces visibles de l'occupation humaine passée. Autant d'indices précieux pour localiser d'éventuels vestiges. Étape 2. À la recherche des traces anciennes à Plumogat. Dans un second temps, nous avons accueilli les archéologues Catherine Bizin-Jaglin et Julien Chevalier, accompagnés des membres de l'association Plumogat Patrimoine. Ensemble, nous avons observé les plans et les photographies aériennes du territoire de Plumogat. Ils nous ont appris à repérer certaines traces visibles depuis le ciel, comme des hommes dans les champs où les plantes poussent moins bien. Ces différentes végétations peuvent indiquer la présence de structures enfouies. Par exemple, si une ligne de végétation est plus basse, cela peut signifier qu'un ancien mur se trouve juste en dessous. Peut-être les vestiges d'une ancienne maison ou d'un bâtiment oublié, parfois vieux de plusieurs siècles. À partir des photos, nous avons tenté de faire nos propres observations, de repérer ces indices discrets et d'analyser les images comme de vrais archéologues. Cette étude nous a mené à une décision de nous rendre directement sur place pour voir de nos propres yeux ce qu'on pouvait y trouver. Même si nous ignorons encore si des vestiges seront visibles, ni de quelle époque, il pourrait dater, cette exploration promet d'être passionnante. Comme nous ne sommes pas archéologues, nous ne pouvons pas effectuer des fouilles. À la place, nous allons mener une prospection pédestre. Il s'agit d'observer attentivement le sol, sans creuser, et de ramasser les éléments visibles en surface pouvant témoigner d'une activité humaine ancienne. Nous avons mené notre première prospection pédestre à la recherche de vestiges archéologiques. Avant de partir sur le terrain, les archéologues sont venus en classe avec les plans des champs que nous allions explorer. La première prospection s'est déroulée à Kénon. Les consignes étaient précises. Chaque élève disposait d'un sac numéroté de 1 à 50 pour y déposer ses trouvailles. Sur le terrain, nous sommes alignés, espacés de 5 mètres les uns des autres, afin de couvrir toute la surface du champ sans rien manquer, pour rester bien droit et ne pas dévier. Chacun devait fixer un point de repère droit devant lui. Nous avancions lentement, les yeux rivés au sol, sans jamais creuser. L'objectif était de répéter à la surface des éléments susceptibles d'avoir une valeur archéologique. Tout ce qui semblait intéressant était soigneusement ramassé et placé dans le sachet personnel. Le tri des objets se ferait plus tard en classe. À la fin de la prospection, chaque sachet a été fermé avec soin et rangé en attendant l'analyse.
Une seconde prospection est prévue dans un champ voisin afin de multiplier les découvertes et enrichir notre travail d'observation. Il nous restera ensuite à trier tous les éléments récoltés pour en tirer des enseignements sur le passé du site. Sur le terrain, nous avions récolté de nombreux objets, mais avant de pouvoir les analyser et déterminer s'ils présentent un intérêt archéologique, une étape essentielle s'imposait, le nettoyage. Muni d'une bassine d'eau et de brosse à dents, chacun s'est attelé à nettoyer les trouvailles encore recouvertes de terre. Ce travail minutieux a demandé beaucoup de temps et de patience, car nous avions ramassé une grande quantité d'éléments, dont une bonne partie de cailloux. Pour éviter toute confusion, il était impératif de ne jamais mélanger les objets. Les contenus des sachets numérotés a été versé dans une barquette portant le même numéro. Le nettoyage s'est donc fait barquette par barquette avec le plus grand soin pour conserver l'origine précise de chaque élément. Une fois propres, tous les objets ont été soigneusement mis à sécher. Ce n'est qu'après cette étape que nous pourrons passer au tri et à l'étude des travaillants. Une fois tous les objets bien secs, nous avons entamé le tri. Chacun a récupéré une barquette et a commencé à examiner minutieusement son contenu. Les cailloux sans intérêt archéologique ont été mis à côté dans une grande caisse. Seuls les objets transformés ou fabriqués par l'homme étaient conservés. Barquette après barquette, les éléments jugés intéressants ont été soigneusement identifiés, puis numérotés à la plume et à l'encre de Chine. Ensuite, nous avons procédé à un classement par catégorie. L'argile avec l'argile, la tuile avec les tuiles, la céramique avec la céramique, et ainsi de suite. Grâce à un grand plan du champ, nous avons pu localiser avec précision chaque trouvaille ligne par ligne. Nous avons noté tout ce qui avait été découvert. Par exemple, en ligne 5, nous avons répertorié 3 morceaux d'ardoise, un fragment de verre et 5 tonsons de poterie. Une fois le tri et le classement terminé, restait une étape essentielle, dater les objets. Pour cela, nous avons eu la chance incroyable de créer un mini-musée dans notre école. Pour quelques jours seulement, Catherine et Julien nous ont prêté des pièces archéologiques rares et précieuses, certaines vieilles de plusieurs siècles. Nous avons d'abord installé l'exposition avec beaucoup de soin et conscience de la valeur de ces objets. Ensuite, nous avons apporté nos propres barquettes de vestiges et procédé à une comparaison minutieuse avec les pièces du musée. Et la surprise, nous avons découvert que certains de notre trouvailles étaient bien plus anciennes que prévu. Plusieurs tessons de poterie de l'époque gallo-romaine, d'autres de l'âge du fer et aussi des fragments de céramique plus récents datant du milieu XXe siècle. Toutes ces découvertes ont été soigneusement conservées pour former notre propre musée de Ploumogade. Mais hors de question de garder tout cela pour nous. Ces objets témoignent d'un passé riche et ancien, prouvant que notre village est habité depuis très longtemps, peut-être même depuis la préhistoire. C'est pourquoi toutes nos trouvailles vont rejoindre les collections des archives du Centre régional d'archéologie. Ce projet a été une aventure passionnante, rendue possible grâce à l'association Ploumogade Patrimoine, à Catherine, à Julien, ainsi qu'aux archives départementales des Côtes-d'Armor. Nous avons énormément appris et nous avons aussi pu transmettre ces connaissances à nos familles et aux habitants de Ploumogade, grâce à des conférences et à d'autres expositions consacrées aux objets trouvés sur notre propre territoire, une belle manière de faire revivre l'histoire locale depuis notre école.